Le rapport initial concernait que les enfants avaient été laissés dans la voiture. Cependant, je peux vous dire, sans entrer dans trop de détails, malheureusement, je ne peux pas entrer dans trop de détails. L'histoire présentée comporte juste quelques incohérences. 2 enfants sont morts et leur mère est maintenant en garde à vue, mais il y a encore beaucoup de questions sans réponse dans cette histoire. La police du Texas affirme que le récit de la mère ne tient pas la route. Ce que nous savons sur ce qui est arrivé aux frères et sœurs, de 3 et 6 ans après, que leur mère a dit à la police qu'ils étaient morts dans une voiture surchauffée au Texas. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Cela attire toujours votre attention lorsqu'un membre des forces de l'ordre, en particulier un shérif, passe à la caméra et dit qu'il ne reçoit pas toute l'histoire, qu'il y a des incohérences dans ce qu'on lui raconte. Le shérif du comté de Bexar, au Texas, où se situe San Antonio, a déclaré cela sur Tiana Islar. Elle a 28 ans et elle était la mère de 2 enfants. Miani Islar, 3 ans, et Savani Stevenson, 6 ans. Voici une photo de 2 ensemble. Savani, d'après le shérif, était autiste. En voyant cette photo, c'est bouleversant de savoir que ces 2 enfants sont décédés samedi dernier. Voici ce que nous savons actuellement. Et encore une fois, le shérif dit qu'une grande partie des informations qu'il reçoit de la mère dans cette affaire, prétendument, elles ne concordent tout simplement pas. Et voici pourquoi. Revenons donc à 15h30 samedi dernier dans le comté de Bexar, où des adjoints ont répondu à l'appel au domicile de Tiana Islar. Le shérif annonce que les 2 enfants ont été retrouvés morts dans la maison. L'adjointe a tenté de sauver les 2 enfants par réanimation cardiopulmonaire, mais Savani et Miani sont décédés. Maintenant, le shérif dit que Tiana Islar, leur mère, a déclaré aux autorités qu'elle avait trouvé ses enfants à l'intérieur de sa voiture à l'extérieur. Il faisait dans les 30 degrés dans la région de San Antonio samedi dernier. Et Tiana a dit qu'elle n'avait pas vu les enfants depuis des heures. Donc l'histoire qu'elle a donnée aux forces de l'ordre, c'est qu'elle s'est endormie vers 10h du matin et qu'elle s'est réveillée vers 3h de l'après-midi, environ 5 heures plus tard. Et quand elle s'est réveillée, elle n'a pas trouvé ses enfants. Elle affirme qu'elle a trouvé ses 2 enfants dans sa voiture. Et ensuite, selon le shérif, elle dit qu'elle a ramené les enfants à l'intérieur de la maison. Elle affirme avoir appelé le 911 environ 20 minutes après avoir trouvé ses enfants dans la voiture. Et c'est à ce moment-là que les adjoints du shérif du comté de Bexar sont intervenus. D'après le shérif, cette histoire a suscité des inquiétudes. Vous savez, comme je l'ai mentionné, le rapport initial concernait que les enfants avaient été laissés dans la voiture. Cependant, je peux vous dire, sans entrer dans trop de détails, malheureusement, je ne peux pas entrer dans trop de détails. Il y a simplement quelques incohérences dans l'histoire qu'on nous raconte et pour l'instant, je ne suis pas très confiant. Je ne suis pas assez sûr pour affirmer que c'est ce qui s'est passé. Donc à ce stade, nous avons emmené la mère des 2 enfants au centre-ville. Là, elle est en train d'être interrogée en ce moment. Vous savez, elle coopère plutôt bien avec nous pour l'instant. Et donc, ce que nous espérons, c'est qu'en lui parlant, cela pourra peut-être éclaircir un peu plus la situation. Mais vous savez, comme je l'ai mentionné, avec les incohérences que je constate dans le récit et dans certaines preuves, nous ne sommes tout simplement pas prêts à dire que c'est exactement ce que c'est passé. Lors de cette conférence de presse, dans les heures qui ont suivi la découverte de ces 2 jeunes enfants décédés, avant que des accusations ne soient portées, le shérif a été interrogé sur la durée pendant laquelle il pense que les enfants sont restés dans la voiture. Donc, selon les premières informations dont nous disposons, la dernière fois que la mère déclare avoir vu les enfants, c'était vers 10h ce matin, lorsqu'elle s'est endormie. Et puis, vers 3h, c'est à ce moment-là que les enfants ont été retrouvés, d'après ce qui a été rapporté. Encore une fois, avec certains détails, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Et donc, même si je ne suis certainement pas prêt à dire que nous allons procéder à des arrestations pour le moment, il est tout simplement trop tôt pour le dire. Était-elle la seule présente? D'après ce que nous savons, la mère et ses 2 enfants étaient vus pour la dernière fois dans la maison, puis elle a signalé les avoir trouvés après 15 heures dans la voiture. Une chose que j'ai remarquée en couvrant ce genre d'histoire, c'est que les shérifs ou tout autre membre des forces de l'ordre qui s'adressent aux médias choisissent très soigneusement leurs mots lors de conférences de presse comme celle-ci. Et on peut voir que le shérif fait très attention à ne pas dire s'il pense bien que les enfants étaient réellement dans la voiture ou non. Et il se contente vraiment de raconter aux médias l'histoire que lui a racontée la mère Tiana Islar. Quelques heures après les déclarations du shérif, la mère Tiana Islar a été arrêtée et placée en garde à vue.
Cette vidéo, diffusée par le shérif du comté de Bexar, a été publiée sur les réseaux sociaux. Islar est accusée de 2 chefs pour blessures graves à un enfant ayant causé des blessures graves ou la mort. Elle est actuellement détenue sous caution de 300 000 dollars. Une caution de 150 000 dollars est fixée pour chacun des 2 chefs d'accusation. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelles sont les incohérences dans son récit dont parle le shérif. Il n'a pas donné plus de détails à ce sujet, mais on ne sait pas non plus quelles sont les causes de la mort des enfants au moment de cet enregistrement. Le shérif a précisé que cette famille était connue des services de protection de l'enfance. Il y a certains premiers éléments qui indiquent qu'il y avait eu des problèmes concernant cette famille, impliquant possiblement le bureau du shérif du comté de Bexar et peut-être des appels à la ville ou au service de protection de l'enfance. Toute personne ayant des informations ou des vidéos de la zone à ce moment-là, entre 10 heures du matin, est invitée à les partager. Ce matin et à 15 heures, merci de nous appeler au 210 335 6000. Vous pouvez aussi nous écrire à bcsotips chez bear.org. Vous pouvez rester anonyme si vous choisissez de nous appeler ou d'envoyer un email. J'allais vous demander combien de fois le conseiller socio-éducatif s'est rendu à ce domicile. Je ne sais pas si nous nous sommes rendus physiquement à ce domicile de nombreuses fois, mais d'après ce que nous avons pu trouver, il y a au moins un appel pour intervention qui a impliqué l'intervention des services de protection de l'enfance. Vous savez, chaque fois que la protection de l'enfance intervient, c'est qu'il y a des soupçons de négligence envers un enfant ont été signalés. Nous examinons actuellement les dossiers. Je suis désolé, nous attendons toujours le médecin légiste. L'enquêteur de la protection de l'enfance vient d'arriver sur les lieux. Donc en ce moment, nous comparons nos notes pour voir ce que nous pouvons trouver. J'ai entré le nom de Tiona Islar sur truthfinder.com pour essayer d'en apprendre un peu plus sur elle. Maintenant, le shérif du comté de Bexar a dit qu'elle n'était au Texas que depuis environ 14 mois, donc moins d'1 an et demi. Nous avons vu qu'elle avait une ancienne adresse en Caroline du Sud, où des membres de sa famille sur les réseaux sociaux ont rendu hommage aux 2 enfants qui ont perdu la vie dans cette tragédie. J'ai contacté le département des services familiaux et de protection du Texas pour voir s'ils pouvaient fournir plus d'informations sur les interactions qu'ils ont eues avec Tiana Islar et ses enfants par le passé. L'organisation a confirmé aux médias qu'effectivement, ils ont déjà eu des contacts avec la famille, mais ils ne souhaitent pas donner plus de détails à ce sujet. Le shérif a déclaré qu'Islar était la seule personne vivante avec les 2 enfants dans la maison et que la famille n'était installée dans le comté de Bexar que depuis environ 14 mois, soit moins d'1 an et demi, et qu'elle était déjà connue des services de protection de l'enfance. Beaucoup de questions demeurent à ce sujet. Nous avons trouvé une ancienne adresse pour Islar en Caroline du Sud. Une cagnotte GoFundMe, nommée « Soutenez le dernier voyage de Savani et Miani », existe actuellement. Il est précisé qu'elle collecte des fonds pour ramener les enfants en Caroline du Sud. Nous sommes rejoints maintenant pour en parler par l'ancien détective du New York Police Department, David Sarney. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Cette affaire, vous savez, les décès d'enfants dans des voitures surchauffées, c'est un problème partout dans le pays. Mais il semble que, avant même d'en arriver au fait qu'elle ait dit qu'ils étaient dans une voiture surchauffée, ces 2 enfants, âgés de 3 et 6 ans, sont décédés. D'après ce que disait le shérif, il semble que ce n'est pas tout à fait clair si les enfants étaient réellement dans la voiture. Oui, c'est justement le problème dans cette affaire. On se fie essentiellement à la parole de la mère qui dit s'être endormie à 10 heures, s'être réveillée à 3 heures, les avoir trouvés dans la voiture, puis les avoir sortis de la voiture, tous les 2 inconscients. Et puis, mais vous savez, la police n'a pas réagi tout de suite et ce sont les secours médicaux qui sont arrivés en premier. Et à ce moment-là, il était déjà trop tard. Voici le problème de l'écart de plusieurs heures entre les 2 moments. Si vous êtes un agent des forces de l'ordre, gérer une telle situation implique non seulement de faire face à un possible abus ou à la mort des enfants, mais aussi de surveiller tout ce qui se passe autour. Ce que vous auriez pu observer autour d'eux, à quoi ressemblait la maison, dans quel état était-elle? C'était en désordre? Que contenait le réfrigérateur? À l'administration des services à l'enfance à New York, l'administration des services à l'enfance vérifie les réfrigérateurs et inspecte les lieux pour s'assurer de la propreté et de la présence de nourriture pour les enfants. Tout cela compte quand on interroge la mère qui dit s'être endormie à 10 heures, réveillée à 3 heures, puis aller à la voiture. Ainsi, les enquêteurs ne se contenteront pas de sa parole, mais examineront l'ensemble de la maison et de la mère. Et écoutez, je veux dire, la vie à la maison des gens, vous savez, quand il n'y a rien de criminel, je veux dire, chacun est un peu différent. J'ai trouvé étrange que vous soyez seul à gérer ces 2 enfants le week-end, que vous vous couchiez à 22 heures et dormiez seulement 5 heures un samedi. Je ne sais pas si elle travaille la nuit ni les circonstances. Ça m'a juste semblé ça m'a semblé être quelque chose qui, si j'étais, vous voyez,
Et je ne sais pas ce que c'est d'être enquêteur, mais ce serait juste quelque chose d'intéressant. Quand vous interrogez quelqu'un pour comprendre ce qui s'est passé, quelles questions posez-vous et qu'écoutez-vous? Si elle a fait ces déclarations, ils sont montés dans la voiture. Est-ce que la voiture était ouverte? Est-ce qu'il y avait un accès pour entrer dans la voiture? Est-ce qu'il y avait un accès pour sortir de la voiture? Vous savez quel type de voiture est-ce? Est-ce qu'ils peuvent s'enfermer dans la voiture? Tout dépend des points examinés lors de l'entretien. Vous pouvez vérifier le véhicule. Si elle affirme que les enfants étaient dans la voiture, vous vérifiez le véhicule pour confirmer leur présence et s'ils pouvaient en sortir. Parce que vous pouvez lui parler. Il s'agit de créer un rapport avec la personne, suspectée mais pas forcément arrêtée. Vous souhaitez juste un récit correspondant à cela. Et c'est pour ça que 10 heures et 3 heures sont si intéressantes, parce qu'elle savait qu'elle s'était couchée à 10 heures et qu'elle s'était réveillée à 3 heures. Comment saviez-vous qu'il était 10 heures en vous endormant et 3 heures en vous réveillant? Que faisiez-vous en vous réveillant? Quelle a été votre première action? Si vous avez répondu dormir, c'était votre première action. Ce sont des éléments qui mènent à l'histoire, car vous voulez ensuite vérifier s'il existe des preuves pour confirmer ou réfuter ces propos. Et le problème, c'est qu'à ce stade, vous allez vous baser sur ces 5 heures. Ces enfants, et pas seulement ça, quand ils sont retrouvés, elle dit dans la voiture qu'elle les a fait sortir. Et ça, tu vois, je me demande comment tu sors de la voiture si tu en as 2, par exemple un de 6 ans. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait quand tu les as sortis de la voiture? Est-ce que tu as appelé la police tout de suite? Et pourquoi tu les aurais sortis de la voiture s'ils étaient inconscients? Quand tu as appelé la police à ce moment-là, ce sont des choses qui vont entrer en jeu à ce moment-là. C'est pour ça que cette enquête est en cours. Et c'est pour ça qu'on veut une autopsie pour découvrir la cause du décès et finalement la manière dont la mort est survenue. Cela va dépendre de l'enquête menée à ce moment-là par les enquêteurs sur la manière, tu sais, la manière de la mort. Est-ce un homicide? Est-ce autre chose? Parce que je pense aussi, tu sais, et malheureusement, nous avons déjà eu ces cas de décès dans des voitures surchauffées. C'est une discussion essentielle sur la nécessité pour les parents de ne jamais laisser leurs enfants dans une voiture par temps chaud, surtout au Texas. Mais dans ce cas, l'idée qu'elle aurait sorti les enfants de la voiture, puis les aurait amenés dans la maison avant d'appeler les forces de l'ordre, cela ne semble pas correspondre à beaucoup de situations, tu sais, même si chaque cas est unique et différent. Et je ne veux pas spéculer, mais il semble simplement que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans ce genre de cas. Non, et en plus, ce sont 2 enfants. Donc, vous savez, c'est pour ça qu'ils ont dû être confinés à un moment de la journée pour qu'ils se retrouvent tous les deux dans cette position où l'on pense maintenant qu'ils étaient inconscients dans la voiture. Ça revient au même quand on parle de la seule personne qui est le témoin présumé, qui est la suspecte présumée, c'est la mère. C'est pourquoi vous allez faire une analyse approfondie. Vous voyez la maison et le désordre, mais c'est lié à la nourriture et à d'anciennes plaintes, dont une connue. Nous ne savons pas ce que c'est. Quelles ont été les suites données à ce contact avec les services de l'enfance du comté? Nous examinons cela et voyons où cela mène. Parce qu'en ce moment, malheureusement, il y a 2 enfants morts. Et, vous savez, les forces de l'ordre doivent comprendre ce qui s'est passé. Et le médecin légiste va déterminer en fonction de ce qu'ils ont trouvé, ce qui est possible. Et ensuite, les informations et les faits recueillis par l'enquêteur devront permettre de déterminer cela. C'est pourquoi, pour l'instant, d'après ces informations, c'est accidentel. Mais nous allons chercher à déterminer si c'est un fait ou si c'est ce qu'elle dit. Et les preuves ne confirment pas que c'est accidentel, c'était intentionnel. Nous avons aussi vu des affaires impliquant des voitures surchauffées où, vous savez, quelqu'un a accidentellement laissé, mon Dieu, et on imagine juste la terreur que cela peut provoquer. Mais d'une certaine manière, vous savez, il y a des exemples de parents ou de tuteurs qui oublient que leur enfant est dans un siège auto et cet enfant meurt alors. Et on voit que cette personne fait face à des accusations. Dans ce cas, si elle dit vrai, elle s'est endormie. C'est une grosse dormeuse. Elle a dormi 5 heures. Vous savez, ces enfants sortent alors dehors. Peut-être que la porte n'était pas verrouillée. Ils ont pu entrer. Il fait chaud au Texas. Cette porte se ferme. Ils ne savent pas comment sortir. Ces enfants décèdent. Et tout ce qu'elle dit semble être vrai. Est-ce qu'elle aurait affaire à une affaire criminelle dans ce cas? Ou est-ce que c'est simplement une terrible? Vous savez, si vous êtes dans les forces de l'ordre, c'est simplement une circonstance vraiment, vraiment terrible à vivre. Oui, il y a eu un incident similaire dans le Bronx où un père avait ses 2 enfants en voiture. Il a laissé les enfants dans la voiture, il est revenu, il avait oublié que ses enfants étaient là. Les forces de l'ordre ont d'abord indiqué qu'ils étaient dans la voiture et ont été retrouvés morts. Responsable car ils étaient dans sa voiture, il a été arrêté,
puis retrouvé. Il n'a pas été jugé pour cette mort. C'est quelque chose en tant que parent que je ne peux pas imaginer. Devoir vivre avec le fait d'avoir tué ses 2 enfants parce qu'on les a oubliés dans la voiture. Cela va se baser sur les informations qu'elle a. Et comme je l'ai dit, c'est le problème que vous avez. Elle a déjà déposé une plainte auparavant. Quelle était la relation? Quel a été le résultat avec l'assistante ou la travailleuse sociale en charge d'elle? Non seulement cela, mais regardez comment elle, je vais évoquer leurs enfants de 6 et 3 ans. Ont-ils seulement fréquenté une garderie? Vous allez parler aux gens du quartier ou de la région de ce que vous avez vu comme relation entre la mère et les enfants. Était-ce une punition qu'elle les ait enfermés dans la voiture? Parfois, ils punissent leurs enfants en les isolant, car il n'y a nulle part où aller. Elle les a laissés dans la voiture, s'est endormie, puis, découvrant leur mort, les a sortis du véhicule. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, mais malheureusement, tout va dépendre de la décision du médecin légiste concernant la cause du décès et, avec les faits de l'affaire, de savoir s'il s'agit d'un meurtre ou d'une mort accidentelle. Je pense aussi, d'après les photos que nous avons vues de la scène et l'endroit où le shérif a donné sa conférence de presse, qu'il vivait dans une sorte de communauté de condos récemment construite, on dirait. Et quand je vois ça, je me dis que quelqu'un doit forcément avoir une sonnette connectée, vous savez, et qu'il pourrait avoir des caméras de surveillance pour pouvoir reconstituer les événements. Et peut-être que quelqu'un regardait dehors ou était dehors et a vu qu'elle courait vers la voiture et a assisté à toute la scène. Si la cause du décès confirme que ces enfants sont morts d'épuisement dû à la chaleur, cela correspondrait à son récit. Mais alors ce qu'elle dit n'a pas de sens. Que faites-vous ensuite? C'est là qu'il faut vraiment approfondir vos propos. Toute surveillance ou entretien avec des voisins doit être pris en compte. Mais voilà, c'est là que ça se joue. Ils l'ont inculpé maintenant. Peuvent-ils l'inculper pour meurtre? Cela dépendra de ce qu'ils détermineront des faits de l'affaire. Depuis son arrestation, elle n'a pas écrit à un avocat, donc tu ne pourras plus lui parler. Je doute que l'avocat autorise cette conversation. Donc tu vas devoir t'appuyer sur ce que tu as à disposition sur la scène de crime. La voiture elle-même. Est-ce que c'est une voiture qui se verrouille automatiquement? Comment la voiture se verrouille-t-elle? Ce sont des éléments qui entrent en jeu de ce côté-là. Tu sais, et c'est pour ça que les entretiens avec ses amis, ses proches, n'importe qui, quiconque tu peux trouver, sont importants. Quelle est la relation entre ses enfants et cette voiture? Elle dit que la voiture s'est verrouillée. La voiture était là, ils étaient dedans, sans pouvoir y accéder. Voilà pourquoi elle est importante. Tu vas demander, comment ont-ils verrouillé la porte? Tu sais, as-tu que c'est pour ça que tu travailles quand tu l'as disponible avant l'arrestation? Tu veux qu'elle te dise tout sur toute l'affaire avec tes enfants. Quand tu les as dans la voiture, que fais-tu? Est-ce que c'est déjà arrivé auparavant? Nous étions enfermés dans la voiture. Quelle date et heure? Ces questions vont forcément surgir, et c'est pour ça que cet entretien initial est si important, parce que même si tu la soupçonnes, tu veux t'assurer qu'elle te donne la chronologie exacte pour que tu puisses ensuite revenir aux preuves que tu as afin de réfuter ou de confirmer ce qu'elle t'a dit, Et cette voiture, elle dit qu'ils étaient dans la voiture, d'accord? Ils étaient dans la voiture. Tu les as sortis de la voiture. Où étaient-ils assis à l'arrière de la voiture? Où étaient-ils dans la voiture quand tu les as sortis? Comment les as-tu sortis de la voiture? C'est entré en jeu. Ce devraient être les premières questions avant l'arrestation éventuelle. Qu'est-ce que ça te dit? Je veux dire, ce shérif, et c'est un shérif qui aime les médias, je dirais qu'il est proche des médias, j'ai déjà vu des interviews qu'il a données. Il était sur les lieux en train de donner cette conférence de presse et il n'est pas entré dans les détails concernant ce qu'il considérait comme des incohérences dans le récit de la mère. Mais le fait qu'en quelques heures, il soit devant les caméras de télévision et qu'il se sente à l'aise de dire ça. Lorsque vous affirmez « son histoire est incohérente et il y a des signaux d'alerte », j'entends souvent cela avant des accusations probables. Je veux dire, qu'est-ce que ça vous dit sur l'ampleur de ces incohérences pour qu'un membre des forces de l'ordre aille publiquement dire qu'à ce stade, nous ne croyons tout simplement pas certaines parties de ce qu'elle raconte? Eh bien, elles sont suffisamment importantes parce que, vous savez, revenez à la façon dont les forces de l'ordre procèdent à une arrestation sur la base d'un motif raisonnable. Est-ce que les informations qu'elle vous a données étaient suffisantes pour que l'incohérence soit valable? Ensuite, vous consultez le bureau du procureur et demandez s'il est possible d'inculper avec les éléments. Ils répondent oui ou non. C'est ce qui va arriver. Selon eux, ces propos contenaient assez d'éléments, car cela n'a aucun sens. En l'espace de ces 5 heures, vos 2 enfants sont morts. Et avec cela en tête, vous l'avez là. Vous l'avez interrogé. Vous avez 2 enfants qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Quelle preuve montre qu'elle peut être incohérente?
Et donc, à ce moment-là, vous traitez avec la mise en danger du bien-être d'un enfant, parce que c'est pour ça que si vous regardez la maison, cela pourrait vous donner un autre élément de ce puzzle. Pouvez-vous porter plainte pour cela? Mais maintenant, il y a plus que ça, et c'est pour cela que nous voyons cette affaire. Vous savez, cela déterminera vraiment les facteurs. S'ils étaient morts d'épuisement lié à la chaleur, d'accord, on a cela. Qu'est-ce qu'on avait juste pour confirmer le fait que ces enfants étaient restés dans la voiture pendant 5 heures? C'est là que le médecin légiste et l'enquêteur interviennent. Le shérif pensait qu'ils étaient à l'aise avec l'arrestation. Ainsi, il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'ils sont sous ta responsabilité. Tes enfants sont morts. Ce ne sont pas des nourrissons chez qui il pourrait y avoir un risque de mort subite. Non, le cas de Sid, ce sont 2 enfants qui sont morts sous ta garde. Un de tes actes posait problème. Quel est le problème? Tu t'es endormi et les enfants sont allés dans la voiture où tu les as retrouvés. Mais dis-moi, si tes 2 enfants étaient inconscients dans la voiture et que tu les en sortais, pourquoi n'as-tu pas appelé le 911 immédiatement? C'est ce que j'aurais demandé en tant qu'enquêteur et tu l'aurais aussi soulevé. Eh bien, parce que j'y pense, moi, ça a duré environ 20 minutes. Il a été rapporté qu'elle se réveille, trouve les enfants et les ramène rapidement dans la maison. Tu sais, j'ai entendu dire que peut-être parce je crois qu'il faisait autour de 32 degrés au Texas. Tu sais, peut-être qu'elle essayait de les mettre à l'abri dans la climatisation. Tu sais, peut-être, quelque chose que, tu sais, moi, si tu veux croire ce qu'elle dit, bah, tu pourrais penser ça. Mais en même temps, tu as, je veux dire, 20 minutes, c'est long avant d'appeler les secours. Tu sais, ce n'est pas forcément, même si tu t'inquiètes de la police. Mais je veux dire, c'est quand même un bon bout de temps. Je veux dire, quelle est généralement la période pendant laquelle, je veux dire, normalement, on appellerait automatiquement le 911, mais à partir de quel moment, pour un membre des forces de l'ordre, cette période, quelle que soit l'explication, ne tient tout simplement pas la route? Il est illogique que tes 2 enfants soient inconscients dans la voiture et que tu les sortes sans réaction. Ça veut dire que tu les as pris, que tu les as emmenés dans la maison et qu'ils ne réagissaient pas. Et t'as attendu pour déterminer que, tu sais, ils ne respiraient pas. Ils n'étaient pas capables de respirer. S'ils respirent, c'est très superficiel. Appelle le 911 tout de suite si tu t'inquiètes. Ou bien as-tu tellement foiré, tellement mal agi, que tu essaies maintenant de trouver ton histoire et d'appeler la police pour dire que c'est ça, l'histoire. Et je reviens là-dessus. S'il s'agit d'un seul enfant, tu peux presque parler d'imprudence ou autre. Mais avec 2 enfants, je veux dire, c'est criminel, mais maintenant, est-ce un meurtre? Avait-elle l'intention que ces 2 enfants meurent? A-t-elle puni ces enfants en les mettant dans la voiture pour une raison quelconque? Et puis elle revient quelques heures plus tard et les trouve morts, parce que le problème du sommeil est l'autre souci. Elle s'est endormie au moment le plus approprié, elle s'est couchée à 10 heures et s'est réveillée à 3 heures. C'est ainsi qu'elle a appris leur mort ou leur silence. Mais ensuite, tu sais, la police a commencé à s'occuper des 2 enfants, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils étaient encore en vie à ce moment-là. Mais 5 heures en voiture, comme elle dit, tu ne ferais ça à personne, même pas à un chien. Et à 6 et 3 ans, je ne sais pas s'ils sauraient ouvrir ou fermer la porte. Alors, ont-ils verrouillé la porte? Où est la clé de cette voiture? Où gardez-vous la clé de la voiture? Comment quittez-vous cette voiture? La laissez-vous déverrouiller tout le temps? La laissez-vous verrouiller tout le temps? Racontez-moi tout votre processus dans la voiture. Ces questions aideront encore à comprendre ce qui s'est passé. Les véhicules récents se verrouillent souvent automatiquement. Et beaucoup de gens n'y pensent probablement même pas, dans le sens où c'est juste quelque chose que les voitures font. Je ne sais pas de quel modèle il s'agissait, ou si c'était, vous voyez, et c'est sans doute un peu de la spéculation, mais c'est aussi quelque chose à laquelle je penserai. Enfin, nous savons qu'elle était connue, et ce sont les mots du shérif, du département des services à la famille et à l'enfance, je crois que ça s'appelle comme ça, au Texas, donc l'organisme de protection de l'enfance de l'État du Texas. Ils ont dit qu'elle n'avait vécu au Texas que pendant 14 mois. Ils étaient déjà connus. Maintenant, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous ne savons pas de quoi il s'agit, spéculer avec vous. Mais généralement, si quelqu'un est connu, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela aurait pu être lié à son fils ayant des besoins particuliers? Ils étaient connus de l'organisation parce qu'ils l'aidaient, car il avait des besoins particuliers. Est-ce toujours criminel quand un membre des forces de l'ordre le mentionne? Non, mais cela ajoute juste un élément à l'histoire. Je pense que c'est le sujet. Ces personnes ne venaient pas de nulle part. Elle était impliquée d'une manière ou d'une autre. Ils ne peuvent pas divulguer cette information, ce qui est normal. Vous ne pouvez pas la divulguer, c'est normal. Je vous assure qu'ils consultent les travailleurs sociaux et les services de protection de l'enfance pour comprendre ce qui s'est passé, car cela ferait entièrement partie de l'affaire. Pourquoi vous êtes-vous impliqué?
Quelle situation. Cela doit-il être criminel? Pas forcément, peut-être pas. Soins inappropriés, légère négligence, tout ce qu'il pourrait déterminer. Mais c'est là que la prochaine chose serait ce que vous avez fait à la maison quand vous êtes arrivé sur les lieux. Je sais que vous essayez de ranimer ces enfants, de les réanimer, mais les conséquences arrivent quand vous ne pouvez pas. Comment cette scène de crime est-elle préservée? Quand vous mentionnez l'administration des services à l'enfance, l'aspect des services à l'enfance est essentiel. Oui, et nous verrons comment cette affaire évolue. Je veux dire, vous savez, vraiment à la fin de la journée, si elle dit la vérité, on se sent vraiment mal pour elle parce qu'elle a perdu ses enfants. Et si elle ne dit pas la vérité, je pense que les forces de l'ordre le découvriront. Nous devrons attendre et voir l'ancien détective du New York Police Department, David Sarney. Ah, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup et prenez soin de vous. C'est tout pour On the Case présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.